Salut, moi c'est Will, je suis avec Rod et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Cette semaine, on reçoit José Grégoire, propriétaire de Remax Prestige, qui vient nous raconter comment il a commencé par traire des vaches et finalement devenir propriétaire de Remax. Ouais, définitivement, là, un invité là, très le fun à parler avec, en fait. Ah ouais, une personnalité incroyable. Là. Quelqu'un qui gagne à se faire connaître, là, c'était super le fun de lui jaser, un parcours inspirant, Ouais. définitivement. Donc, je pense que vous allez bien apprécier. Bon Ouais, podcast, bon tout le monde. podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Roger Will. Salut José, Salut. ça va bien? Oui, ça va super bien toi aussi. Ouais, très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir à notre podcast. Ça me fait plaisir. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas, José Grégoire de chez Remax, en fait, propriétaire d'agence, directeur d'agence, courtier immobilier également. Investisseur immobilier aussi. Investisseur, tu as plusieurs chapeaux en fait. Là. Ouais, 3 gros chapeaux en fait. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. Moi aussi, en fait, José puis moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Déjà de très belle rencontre. Là. On a parlé de café pendant 35 minutes. Fait que déjà, moi, je suis le gars le plus heureux au monde. Pour moi, José, c'est mon dirigeant d'agence également, là, nouvellement aussi. Là. Pour moi, José, ça a été aussi un coup de cœur là, au niveau personnalité. Là. J'aimais beaucoup le type. Puis j'ai parlé un petit peu avec lui de son parcours et tout. Puis ça m'a comme donné l'idée de l'inviter avec nous parce que je trouvais que c'était pertinent ce qu'il avait à dire. Puis il y avait une belle histoire derrière tout ça. Fait que, tu sais, José, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, d'où ce que tu viens. Puis en fait, ton parcours de vie un peu là, qui t'a amené à l'immobilier. Là, parle-nous de toi un peu. OK. Ben, moi, écoute, je pars d'une petite ville qui s'appelle Saint-Ambroise. Mon père est né là, ma mère Sainte-Marceline. Fait que je suis vraiment l'Anaudois, là. C'est de Kildare pur sang, comme on peut dire. Un vrai, un palais noir. Un vrai, ouais, c'est ça. Puis, ben, j'ai toujours été passionné. Par contre, même quand je travaillais dans des pizzerias. Écoute, pour les gens qui sont de Joliette, il y avait le Plat d'Or, là, qui est démoli maintenant. C'est les portes de garage de la Pierre qui sont là. Puis, il y avait le petit Plat d'Or en centre-ville. Puis, j'ai commencé à travailler pour des Grecs, dans le fond, Mme Catherine, M. Peter. Puis, j'ai toujours su que j'aimais travailler avec le public. Je savais pas que je voulais être un entrepreneur nécessairement, mais ce que je savais, c'est que je voulais être en affaires, puis je voulais être avec le public. Puis, à un moment donné, dans mon parcours, parce que pendant que je travaillais le soir puis les fins de semaine dans le restaurant, j'allais à l'école la semaine, j'allais tout le temps à la ferme de mon oncle pour l'aider à faire le train, à traire les vaches. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le terme faire le train, ça veut dire traire les vaches. Puis là, on faisait les foins l'été, on avait toutes les tâches à s'occuper, puis j'aimais vraiment ça, puis j'étais passionné par ça, puis dans ma tête du jeune de 14-15 ans, je conduisais le tracteur, puis j'allais vers la ferme, puis je me disais, un jour, ça va être mon entreprise. Okay, je vais l'acquérir. Ouais. Je le voulais. Puis je suis souvent dans la visualisation. Je pose souvent des affaires un petit peu farfelues au niveau des concepts, des hélicoptères, des yachts à 1 million. Puis c'est pas nécessairement quelque chose que je pourrais m'acheter demain matin, mais j'aime ça l'avoir dans ma tête puis de dire que je l'ai là, en background. Puis la vie va peut-être à un moment donné me réserver une surprise. Puis c'est ça que j'ai fait avec la ferme, en fait. Je l'ai visualisé à moi. Puis quand j'ai eu 18 ans, là, mon oncle était plus en mode, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant. Je pense qu'il n'y avait pas non plus les capacités, les connaissances pour gérer une aussi grosse entreprise. Fait que j'y ai fait une offre d'achat. Ça a été ma première promesse d'achat sur un petit bout de... Tu sais, on avait ça dans le temps, des petits calepins là, avec des spirales. Là. Ouais. Fait que là, j'avais écrit la promesse d'achat là-dessus. Puis j'avais emmené ça chez le notaire. Puis on avait fait la transaction. J'avais emprunté. Ça avait marché, là? Oui, ça avait fonctionné. Là. C'était une promesse qu'il avait signée. Puis on s'est rendu chez le notaire avec ça. J'ai fait un prêt. Mon père m'avait endossé. Écoute, j'avais 18 ans. Je travaillais comme cuisinier de soir dans une pizzeria. Puis le jour où j'allais au secondaire, j'étais en agriculture, technique agricole. Puis j'ai acquis ça, cette affaire-là. Puis j'ai bien du fun à faire ça. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans de temps. OK, tu as été 10 ans là, après. Oui, comme producteur de lait, j'ai monté mon affaire. J'ai été associé avec mon frère aussi. On a grossi le cheptel beaucoup parce qu'au début, lui, il avait une vingtaine de vaches. Puis on a baissé ça à 7 qui produisaient le même lait. Vous comprendrez qu'il y avait une question de rentabilité là-dedans. Fait que là, on avait des bonnes productrices
qui mangeait moins parce que, tu sais, c'est des 20 vaches qui mangent tout ton profit. Fait que c'est là que j'ai pu faire un petit peu plus d'argent. Puis on a commencé à monter des silos pour avoir des fourrages plus économiques. Puis après ça, on est allé vers une salle de traite. J'avais construit une belle étable à ventilation naturelle avec des logettes. Tout était vraiment à la fine pointe de technologie, là. Puis c'était dans quel coin, la ferme? Saint-Ambroise, toujours Saint-Ambroise, Saint-Ambroise, ok, ouais, ok. exactement. Moi, j'ai de la famille là-bas. Ah ouais? Ouais. Je partais du rang Kildare, Ouais. aller au 9e rang. Ma ferme était Ok. dans le 9e rang. OK, Ouais, OK. ouais. Puis la ferme existe toujours? La ferme, dans le fond, moi, quand après avoir fait 10 ans là-dedans, là, puis tu sais, je veux pas non plus passer trop de temps sur la ferme, mais à un moment donné, il est arrivé un temps où est-ce que j'étais, tu sais, mettons, là, j'ai à peu près là, 26, 27 ans. OK. Ouais, puis j'ai acheté à 18 ans. À un moment donné, je suis comme tanné, là, parce que c'est 7 jours sur 7. Ouais. Je travaille tout le temps. J'ai pas de qualité de vie. Puis en plus, oublions pas que j'aime le public. Oui, Puis moi, tout ce que j'ai comme public, c'est... c'est des représentants qui viennent vendre la moulée, des vétérinaires, des gens qui vendent de la semence. Tu sais, fait 7 que- vaches. Ouais, puis- c'est ça. puis- non, mais là, je suis rendu à 80, là. Ok, ok, Ouais, ok. je suis rendu, là, j'ai évolué, là, tu sais, là. Puis, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est dur parce que c'est des animaux qui sont très lourds. Quand ils sont malades, il faut forcer pour lever ça. Puis, la journée qui a été ma journée décisive, là, puis je m'en rappelle encore, puis un matin, quand je m'emmenais en auto, j'étais à 40, je me disais, je vais aller lui parler de ça parce que c'est ça qui a fait un peu le point qui a fait que j'ai fait point le transfert. Parce que écoute, c'est une journée d'automne. Puis aujourd'hui, en m'en venant, ça me faisait un peu penser à ça. On s'en va vers là. Puis à l'automne, en agriculture, on récolte. Ouais. Je dis souvent aux courtiers, on sème au printemps, on récolte à l'automne. Bien, c'était la même chose. Ça fait beaucoup de parallèles avec l'agriculture dans mon métier aujourd'hui parce que c'est un peu. Travaille 7 jours sur 7 aussi. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas de misère, là. Mais je m'en venais, puis ça me faisait penser, parce qu'à l'automne, à un moment donné, c'est une journée d'automne, on récolte le maïs, on récolte le maïs, on fait de l'ensilage de maïs. Puis, on n'a pas beaucoup d'argent pour se payer du staff, fait que c'est nos parents, c'est ma mère qui ensile, qui conduit le tracteur pour ensiler. Puis moi, je viens d'une famille où les pertes de temps, là, il ne faut pas avoir de perte de temps. Fait que on est dans un champ qui est quand même loin. Puis ma mère a rempli la boîte d'ensilage, mais tu sais, elle remplit. J'ai dit, remplis pas trop. On a des petits tracteurs, on a une côte à monter. Tu sais. Ah, non. Fait que je suis en train de décharger l'ensilage. Moi, j'étais à la ferme, je décharge. De l'autre côté, il y a le vétérinaire qui arrive, il y a une vache qui est en train de mourir. Tu sais, c'est pas la journée la plus rose. Et là, je m'en retourne parce que là, le tracteur ne revient pas. Parce que quand on fait de l'ensilage, ça l'ensile, il y en a une sur le chemin, il y en a une qui décharge. Hein? C'est tout le temps comme ça. Puis là, je m'en retourne après avoir fait la guérison de la vache qui est en train de mourir. Puis là, je m'aperçois que la boîte d'ensilage n'a pas monté à la côte. Tout est parti de reculons. Tout est sur le côté. Puis je vous dis, là, c'était vraiment, là, ce bout-là, là, C'est fini. là, l'heure de la traite arrivait. Il était 4h30, 5h moins quart. Le trafic était bloqué parce que là, on a bloqué le chemin bien comme il faut. Là, il fallait vider ça à fourche parce que là, tout était à l'envers dans le fossé. Pour vrai, là, je suis pas un gars méchant, mais tous les sacres qui peuvent exister, je les ai dit et redit et redit. Enchaînés. J'étais écœuré, ben raide. Il y avait de quoi se confesser, là. Ouais, vraiment. Je pense que ça a été comme mon coup qui a fait comme ah non, je suis tanné, pour vrai, là. Puis là, tu sais, c'est quand tu as semé de quoi dans ta tête qui fait que tu veux plus, ben là, c'est comme, on dirait que d'autres choses se placent. Ouais. Puis là, l'hiver est arrivé. L'hiver, c'est plus calme. Puis mon voisin d'en face, il était courtier immobilier chez Remax. OK. Daniel. OK. C'est là qu'il vient le lien. Là. Ouais, c'est là que Je me demandais c'est c'était quoi ça, le lien, exact. ok. C'est voisin. Puis lui, dans le fond, sa femme elle venait, tu sais, on avait des grandes côtes chez nous, fait que l'hiver, ben, elle avait son petit gars dans le temps, puis on allait glisser avec lui. Fait que, puis là, ben, j'ai dit, hey, je vais bien poser des questions sur c'est quoi la job de son mari, puis comment que, tu sais, ça marche, puis tout. Fait que j'ai posé des questions. Qu'est-ce que ça prend? Puis c'est quoi les aptitudes à avoir? Puis qu'est-ce que je devrais faire pour me rendre comme courtier? Mais c'est quoi qui t'a allumé chez ton voisin qui disait hey, ça a l'air cool, tu sais, un peu. Est-ce que c'était son train de vie ou c'est quoi qui t'a fait ah, je vais lui poser des questions à lui?
Ben, tu vas trouver ça, Nono, OK, Roger? Non, Mais sûrement pas. parce que j'étais tellement habitué d'avoir un commerce où est-ce que j'avais à supporter un gros inventaire, Ouais. des animaux qui pouvaient tomber malades, d'avoir tout le stock, faire nourrir tous les animaux pendant tout un hiver de temps. Fait que, ça prenait de la machinerie, des tracteurs, du pétrole pour faire marcher ça. Il y avait beaucoup d'intrants à payer. Fait que moi, ce que je trouvais de magique dans ce métier-là, me disait, ça prend un appareil photo pour prendre les photos des maisons, Ouais. un tape, un crayon, une carte de crédit, T'as un auto. t'as un auto. Puis te déplacer. Hey, avec ça, là, je peux faire une business qui va faire, tu sais, je sais, il y a sky's the limit, là, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Fait que là, moi, je trouvais ça magique d'avoir un aussi gros commerce avec Peu d'investissement. peu d'investissement. Ah, c'est sûr que c'est pas la même game là, qu'avoir 80 vaches à t'occuper. là. Ben non, mais pense-y, 80 vaches, la valeur de tout ça, acheter ça, ça tombe malade, l'inventaire pour nourrir ça, la machinerie, les bâtiments, les terres. Ah ouais. C'est une T'imagines-tu vocation. tout l'argent qu'il y a pour faire pas beaucoup d'argent parce que les agriculteurs travaillent en tabarnache pour le peu qu'ils font parce que, tu sais, C'est je une veux dire, vocation. c'est une vocation, Ouais. c'est un mode de vie. Ouais, C'est ça, j'allais exact. dire. C'est un mode de vie. Puis, tu sais, je suis content d'avoir passé par là parce qu'aujourd'hui, dans mon métier, quelqu'un m'appelle un dimanche soir, un samedi matin, il n'y en a pas de problème. J'ai été confronté à ça tellement d'années que Tu pour avais la moi, c'est météo qui facile. jouait contre toi des fois aussi que tu contrôlais pas, tu sais, comme agriculteur. Ça, c'est un autre Absolument. c'est un impondérable incroyable là, Ouais. dans ce métier-là. Là. C'est vrai, tes grands-parents étaient à l'agriculture Ouais, aussi, tu ben c'est m'avais ça, conté. on s'en est parlé. Moi, à Saint-Barthélemy, mon grand-père, c'était une ferme laitière, en fait. Là. Ouais, Je sais pas exactement combien de vaches qu'il y avait, peut-être un petit peu moins. Là, il était à Saint-Barthélemy, là, dans le Rang York. ouais, dans le Oui. Rayoc. Ouais, j'ai vendu plusieurs maisons dans le Rayoc, d'ailleurs. Mais c'est un beau métier, je dénigre pas ça, puis je lève mon chapeau à tous ceux qui font Ah oui, ça. ça. J'ai adoré, ça m'a appris beaucoup de choses. Écoute, je me suis débrouillé en électricité, en plomberie, et il n'y a pas d'eau, là. Les animaux te sentent en tête qui burglent parce qu'ils ont soif. Une vache, en passant, ça vaut 175 litres d'eau par jour, là. Ça fait Ah de l'eau, bon? là. OK, ça, je Hein? savais pas. 175 Ah ouais. litres. Ça produit 40 litres de lait, 50 litres de lait. Fait que faut qu'ils aient urine. Faut que Ils ça... ont besoin pour leur système. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup d'eau à consommer. Ok. Fait que quand il manque d'eau, t'as pas le temps d'attendre le plombier, là. Non, non, c'est T'as là, pas, là. t'as pas nécessairement l'argent pour le payer. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu te débrouilles. C'est Ah, pas plus compliqué C'est un que fun ça. fact intéressant, 175 litres d'eau par jour. Là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est Ouais, beaucoup. J'ai de ouais. la misère à faire mon 2 litres Ben, c'est ça. qui recommande. C'est exactement ce que j'avais en tête. J'ai des rappels sur mon téléphone de boire de l'eau, puis c'est même pas une joke. Puis, ensuite de ça, tu racontes ton voisin, bon, ça t'a tiré un peu le métier et tout ça. Par la suite, après, c'est que ça a été quoi pour toi la première étape de te lancer là-dedans? Ça a été quoi exactement? Ouais, Là, ben là, écoute, quand je suis allé là, c'est parce qu'au préalable, il y avait le directeur de la capitale, dans le temps, c'était la capitale de la Naudière, qui faisait une petite soirée d'information. Il avait fait passer l'annonce dans le journal, puis moi, ben, j'avais vu ça, ça avait capté mon attention. Fait que j'en avais parlé à ma voisine, j'ai dit, tu sais, elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu voudrais être courtier immobilier? Dans le temps, c'était des agents d'immeubles, hein, c'était ça le terme. Fait que j'ai dit, ben, c'est parce que la capitale fait une petite soirée d'information. J'ai le goût d'aller voir ça, c'est un mercredi soir. Puis, fait que, mais tu sais, elle me décourage quasiment parce qu'elle me dit, c'est beaucoup d'investissement, faut que tu prennes des revues de publicité, ça coûte 1000 pièces par mois. Les agences, ils chargent des gros montants. Faut que tu investisses beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis c'est long avant d'avoir une commission. Mais moi, j'ai tout le temps eu une tête de cochon. Pas vrai, depuis que je suis jeune, tu sais, moi, je suis un verso, puis je regarde ma petite Rose, ma petite filleule, puis elle est pareille comme moi. Ah ouais. Là. Quand elle a de quoi dans la tête, elle essaye pas d'y enlever, Mais c'est là qu'elle s'en quand va. tu veux devenir courtier, il y en a beaucoup aussi, pour l'avoir vécu, qui Oui. essaient d'être découragés, là, parce qu'effectivement, oui, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, c'est énorme là, au départ, là, puis c'est dur de partir la roue de ça, mais il faut être une tête de cochon, comme tu as dit. parce C'est combien de temps avant d'avoir ta commission? En moyenne, je dirais 90 jours, là, au moins, là, Ok. c'est pas plus. Là. Fait Ouais. que tes 4-5 premiers mois, Ouais, puis tu sais, t'es prête? il faut que tu sois prête, puis tu as mis de l'argent avant, puis quand tu prends une maison à vendre, tu as des frais, puis tout ça alentour de ça. Fait qu'il faut que quand même que tu sois solide, tu sais, quand tu pars là-dedans, faut pas. Oh, ouais. Faut que tu sois un peu cowboy aussi, je pense. Ouais. Là. Ben, faut-tu Ben, être entrepreneur? il faut que tu sois C'est entrepreneur, ça. puis tu as tout à fait raison. Puis tu sais, je regardais, là, on est une entreprise à être courtier. C'est
une 100%. business, une petite business dans une grosse business. Mais je regardais, moi, mon bureau, il est sur Wilfrid Ranger, puis ils ont bâti le AEW juste à côté de chez nous. Ils ont démoli le Pizza Hut, puis j'ai tout vu la construction. Ma fenêtre donnait directement à cette cour-là. Tu sais, l'entrepreneur qui a parti ça, les pépines et bulldozers, ils ont été là pendant 6 mois. Ils ont démoli l'ancien bâtiment. Après ça, ils ont commencé à faire des fondations. Après ça, ils ont commencé à monter le building. Après ça, ils ont rentré. J'ai vu rentrer le pain, tous les inventaires dans les choses. Ils ont formé du staff. Ils n'ont pas vendu un burger encore, là. Zéro. T'sais? Puis là, à un moment donné, hop, là, ils font l'ouverture. Ils font une pub, l'ouverture. Ils font une annonce. Il y a de l'argent investi. Puis là, ben, ils commencent à vendre un burger puis une frite. Puis là, ben, la roue commence à partir. C'est ça aussi, être en immobilier. Je veux dire, tu sais, les courtiers qui arrivent et qui pensent de faire la grosse argent tout de suite, à ta minute, là, tu es en affaires. Tu vas placer tes affaires, tu sais, tu es en affaires toi aussi. Ouais, je veux dire, ouais. t'as-tu fait de l'argent la première journée que tu es arrivé ici? Non, absolument Tu pas. sais, tu as bâti ton affaire, puis après ça, quand tu l'as bâti, là, tu continues. Tu sais, moi, j'ai une vieille image de c'est quoi de l'eau au moulin, tu sais. Mon ami Georges Bardagy, qui est un courtier de renom dans le Québec, même international, puis il arrive souvent avec sa pompe, la pompe à eau, dans des conférences qu'il donne, puis il l'a vraiment, là, je vais en trouver un à un moment donné, je vais l'acheter, là, puis je vais pouvoir le montrer aux caméras. Mais une pompe à eau, dans le temps, quand on ouvrait l'eau, on n'ouvrait pas les robinets, puis ça coulait tout de suite, hein. Il pompait, puis là, à un moment donné, hop, l'eau, ça commençait à couler. Puis quand ça commence à couler, ben, tu continues de pomper, parce que sinon, ça arrête, ça Ben, il y a beaucoup de courtiers qui se découragent rapidement, puis c'est l'effet pervers des réseaux sociaux présentement, où est-ce que ça a l'air donc facile et tout. Puis pas plus tard qu'hier, j'ai fait une story par rapport à ça, parce que des fois, ben oui, tu as des journées, c'est des échecs. Tu sais. Hier, je comptais, là, j'ai fait, par exemple, à cause du trafic, 2 heures de route pour m'en aller dans une visite, ça n'a pas marché, j'ai reçu une offre qui était refusée, écoute, rien qui allait hier. Mais tu sais, faut pas que tu te décourages. Il y a beaucoup de courtiers tu sais, qui se découragent rapidement aussi. Tu sais. Ouais. Puis ça s'arrête, puis ils pensent que ça va être facile, puis que faut que tu sèmes, mais maintenant, ça va récolter. Là. Pas le choix. Mais c'est toujours la loi de Pareto, hein. Vous savez, c'est quoi la loi de Pareto? 80-20. C'est ça. C'est 20% des courtiers qui font 80% de la business. C'est 20% des notaires qui font 80% des ventes. C'est 20%. Tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que, tu sais, tu veux être dans le 20%, mais il faut que tu te donnes des outils pour le faire. Il faut que tu aies Tu un passes plan. par le 80% pour arriver au 20%, par Oui, exemple. c'est ça. Tu sais. Fait que si tu n'as pas un mindset fort, si tu n'as pas un focus qui est établi, si tu t'établis un plan puis tu ne le suis pas, c'est la même affaire que moi si je veux me rendre à Chibougamau puis je ne sais pas par où me rendre. Je prends mon téléphone, je rentre ça dans le plan, puis lui, il me dit tourne à gauche dans 500 mètres. Quand je me suis emmené ici un matin, je ne suis jamais venu sur la rue Leclerc. Je me suis pas... Il y avait un plan, il y avait un objectif. L'objectif, c'était d'être ici à 8 heures. OK? J'ai rentré ça chez nous à Sainte-Marceline à matin à 6 heures. Je savais que ça prenait 44 minutes. J'ai Pendant rien 7 ans. fait d'autre. J'ai suivi le plan. C'est la même affaire en affaires. Si tu t'établis un plan, un objectif, puis que c'est clair, ben, tu fais juste suivre le plan, puis le résultat va arriver tout seul. Tout seul. Si tu veux avoir des gros bras, des bonnes cuisses, tu dois t'entraîner. Ah oui. Tu t'entraînes-tu 10 heures dans la journée puis tu fais plus rien du mois? Non, non, Ah non, faut que tu sois constant. Faut que tu sois discipliné. Faut que tu sais, c'est ça la loi du succès dans le fond. Là, tu sais. Vraiment. Fait que c'est ça être entrepreneur. Tu sais, c'est l'agriculture à état peu. C'est carrément de l'agriculture. On sème et on récolte. L'année passée, j'ai fait un kick-off pour mes courtiers. Puis je les ai emmenés au Jardin des Noix à Saint-Ambroise. Jardin des Noix, pourquoi j'ai fait ça là? Parce qu'à travers le Jardin des Noix, je voulais qu'ils comprennent la culture de l'entreprise. Le propriétaire est venu nous parler de comment ça se fait un noix, combien ça prend de temps à récolter. Ah, Tu sais, je veux dire, il commence à récolter, mais ça fait 14 ans c'est qu'il un beau travaille ça. parallèle, ça. Oui. J'aime ça. Ouais. Fait que, tu sais, on a visité le jardin, puis tu sais, je voulais que les gens comprennent que dans l'investissement du temps, le résultat va arriver, mais il n'arrive pas nécessairement tout de suite le lendemain matin. C'est difficile avec aujourd'hui. Tout le monde veut que ça soit rapide, là, que ce soit avec Oui. les réseaux sociaux, peu importe. On a toutes les réponses rapidement. Tout est rapide. Puis, tu sais, le décrochage scolaire est beaucoup en lien avec ça, là, parce que
ça va comme pas assez vite pour eux, un enseignant qui parle, là, tu sais, parce que c'est pas Netflix. Là. Dans le Ouais, sens que réponse tout de on suite, veut que ça soit rapide, mais tu sais, en Ouais. affaires ou quoi que ce soit, c'est très rare. Tu regardes ton les TikTok, success c'est stories, 15 c'est rapide. secondes, tu sais, c'est parfait, c'est prochain, next, tu sais, c'est la même affaire. Fait que si t'as pas le succès maintenant, mais tu sais, comme je disais un peu tantôt, les gens arrêtent, mais c'est pas de même Puis pantoute. Amazon, combien de temps ça a pris avant que ça soit Amazon d'aujourd'hui? Ah oui, tu c'est sais, ça. ça a commencé de rien, ça a commencé... Toutes les grosses compagnies, en général, il y a une évolution, là, ça part pas gros tout de suite. Là. Puis, tu sais, c'est cool qu'on en parle présentement parce qu'en partant le podcast, tu sais, on voulait parler un peu, tu sais, du lait Oui. de l'entrepreneuriat, puis tout ça. Puis on n'en parle pas, puis je suis content qu'on mette aujourd'hui, on met un peu le doigt dessus. Tu sais, c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent puis qui pensent s'en aller là-dedans. Tu sais, moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. J'adore ça. Je suis passionné, mais tabarouette, faut que tu manges ton pain noir des fois, puis il faut que tu acceptes. Puis quand tu es dedans, ben, tu acceptes ta situation, puis comment tu vas t'en sortir, respecter ton plan de match, justement. C'est sûr qu'on a des défis. C'est comment qu'on les relève, c'est quoi les outils qu'on prend pour y arriver. Je vais changer un peu de l'orientation Ouais. du podcast, mais en fait, on a un courtier immobilier, Ouais. puis on a un propriétaire d'agence Remax. Ouais. C'est quoi la différence? C'est quoi la nuance là-dedans? J'ai posé des questions à Will, il dit non, tu vas en parler demain à la place. Fait que je veux savoir, une journée typique de José, c'est quoi comparativement à une José typique de William? C'est quoi vraiment la différence entre les deux? Parce que les deux, vous êtes dans la bannière Remax. Ouais. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la nuance? Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as seulement commencé coursier puis que maintenant tu as une agence? En fait, explique-moi tout ça. Là, parce que J'ai répondu à je veux aucune des comprendre. questions à Roger pour faire exprès, pour Exact. justement avoir ce moment-là. Fait que je trouve ça génial. Là. C'est sûr que je vais laisser à William le soin de parler d'une journée typique de courtage parce que moi, du courtage directement, comme lui, il le fait, c'est pas tout à fait ça que je fais. Non. Moi, quand j'ai fait mon cours comme dirigeant d'agence, Diane Ménard, une de mes enseignantes, elle me disait, José, elle dit, tu ne mets pas rien dans ton horaire. Tu bloques à peu près 3 à 4 heures de temps. Le reste va tout se remplir. Moi, je suis pas habitué à ça. Non. Moi, c'est cordeau aux heures. Là. Tu sais, là, quand j'étais courtier, une visite là, une promesse d'achat à présenter, tu sais, sollicitation, tu sais, tout était synchronisé là-dedans. Mais effectivement, Diane avait raison parce que Les journées je peux se pas. remplissent. Ils sont sold out. Tu sais, puis moi, ma semaine, elle commence vite, là. Il n'y a rien, là, c'est une page blanche. Mais je vous jure que j'en fais beaucoup des heures. Fait que ça ressemble à mes journées à moi. Ça ressemble beaucoup à. Moi, je me lève très tôt. OK? J'aime voir le soleil se lever. J'aime voir la journée partir. On dirait que j'ai comme un avance un peu sur. Tu sais, je me dis dans ma tête que je prends de l'avance. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai le temps le matin. Là, premièrement, je me lève à 5 heures. 5h05, mon café est fait. T'as gardé des habitudes d'agriculteur, toi, là. Oui. Moi, j'ai gardé les. Oui. Sauf que je déjeune avant maintenant. Fait que 5h10, je suis assis. Mon cappuccino est coulé. Je le sirote, je le savoure. Puis, je fais tout le temps une demi-heure de lecture. Pour moi, c'est super important de faire de la lecture d'un livre papier. Je lis beaucoup de l'audible puis des livres virtuels. Des livres. En tout cas, un livre d'Audible, là. Mais j'aime beaucoup. Livre audio. Le livre audio, hein, merci. Voilà. Mais j'aime beaucoup les livres papier, parce qu'on dirait que c'est pas pareil. Pour vrai, mon cerveau, il l'analyse un petit peu plus. Fait que je fais tout le temps ma petite demi-heure, puis tout de suite, à 5h30, je suis déjà habillé, je suis déjà prête. Je mets mes écouteurs, puis là, j'écoute de la musique, puis je m'en vais courir pendant une demi-heure. Puis pour vrai, un matin, je faisais tout un petit post vers 6h moins 10. Tu sais, je suis vraiment, là, je suis timé, là, c'est tout le temps là que je fais mon petit post. Un matin, je disais, tu sais, j'ai rien contre les gens qui fument la cigarette, qui prennent de la drogue, du pot ou du cannabis. Moi, ma drogue, l'exercice, puis l'air pur. C'est Pour quand vrai, même là, une belle drogue. c'est une drogue. Pour moi, c'est une drogue. Puis pour vrai, là, je vous le jure, là, quand je le fais pas, je le sens. OK. Mon corps le ressent. J'ai besoin de ça. Je carbure avec ça. Puis après ça, ben, tu sais, j'arrive, je fais mes exercices, puis je déjeune. Puis tout de suite après, je prends ma douche. Puis à chaque matin, je finis ma douche à l'eau froide. 30 secondes d'eau froide. Okay. Là, il y a du monde qui me disent si t'es malade, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Je vais vous l'expliquer pourquoi je fais ça. Parce que dans la journée, là, on a tous des défis. On a toutes des affaires qui vont être un peu plus coquilles. Parce que la vie n'est pas parfaite pour personne. Non.
s'il y a quelqu'un qui a une vie parfaite, qui n'a jamais de problème, là, je veux y parler. Je veux qu'il vienne ici, là, puis je veux être réinvité là, dans une autre chaise, là, puis je veux comprendre. Parce que quand tu es un entrepreneur, il y a toujours des affaires qui arrivent. T'sais, on est en train de faire bâtir un bâtiment. La semaine passée, il y a des petites affaires qui accrochaient. Et ça fait partie de la game. Sinon, sois pas en affaires. T'sais. Puis pour moi, le fait de prendre cette douche-là froide, mon 30 secondes qui me frappe dans le dos, parce que je sens le froid couler, là, c'est pas agréable. Moi, j'habite en campagne, mon eau, elle vient d'un puits, là. Elle vient de 150 pieds dans le sol. Elle est frette. C'est vrai. Elle est pas froide, elle est frette. Fait que ça me dit que les défis que je vais avoir à surmonter dans ma semaine ou dans ma journée sont pas aussi désagréables que ça. C'est comme si dans ma journée, là, j'avais fait le plus tough. C'était le pire bout de À 6 h le matin, c'était le plus tough qui était passé. C'est déjà fait. Fait que ça m'aide. C'est déjà fait. J'ai fait un check là-dessus. C'est réglé. Fait qu'après ça, je m'en vais au gym. Je fais mon entraînement. Puis ma journée, elle décolle. J'arrive au bureau vers à peu près 9 h. Les journées que je m'entraîne avec mon entraîneur, parce que je suis 2 fois par semaine avec lui, j'arrive très tôt au bureau. Sinon, ben là, j'arrive après le gym vers 9 h, à peu près 9 h, 9 h moins quart. Puis ma journée commence avec ça. Là, je m'attaque vraiment aux choses qui sont importantes. Parce que dans ma gestion du temps, quand tu es entrepreneur, je pense que, puis je l'image vraiment comme un vase. Un vase avec, mettons qu'on prend des roches puis du sable. Fait que les grosses roches, je les positionne dans mon vase, puis après ça, je viens faire descendre le sable dedans. Fait que tout ce qui n'est pas important ou moins important, il va se faufiler, tu sais. Mais mes blocs, ça, c'est important. Je rencontre William, aujourd'hui, on a une discussion à avoir ensemble. C'est bloqué à mon agenda, on a 2 heures à passer ensemble, je vais le rencontrer. Tu sais, fait que il y a un problème dans une transaction, bon, il faut régler ça. Il y a un courtier qui arrive avec un problème, tout ça. Mais tout le reste, retour de courriel, retour d'appel, fait que ça, je viens tout le marier un peu dans l'espace vide. Et c'est de là que Diane Ménard, mon enseignante, avait comme pris son concept parce qu'il y a 4 heures de mon temps qui est bloqué pour des choses importantes. Mais il y a tout le reste qui reste comme des grains de sable dans mon vase. Puis, quand j'ai terminé, originalement, quand j'ai parti le commerce, parce que quand tu décolles quelque chose, tu mets des bouchées doubles. Je travaillais, on me voyait, les gens passaient sur visitation, mais il y avait de la lumière dans mon bureau jusqu'à 10 h, des fois 11 h. Là, je fais plus ça. Là, je me suis assagi, j'essaie de partir maximum 6 h pour souper dans une heure raisonnable. Puis le moins possible après le souper. Maintenant, c'est moi qui fais ça. Oui. Le bureau est sur visitation en ce moment? Il est sur Wilfrid Ranger, mais c'est très proche de visitation. C'est ça. Je vois très bien la visitation. C'est Charles Borromée. Ouais. Puis là, tu as parlé un peu de la journée typique, mais ton rôle dans l'entreprise, c'est quoi comparativement à William? Tu es là pour supporter? C'est quoi le principe d'être une agence Remax? C'est comme comment on pourrait dire, une bannière, mais une franchise. Une franchise, exact, c'est ça le mot que je cherchais. C'est quoi la différence? En fait, c'est qu'au Québec, il y a des licences qui sont données, des permis qui sont donnés aux gens qui sont vraiment sur le terrain, qui sont des courtiers immobiliers. Fait qu'eux autres, ils font des inscriptions. Ils inscrivent des maisons pour les vendre. Puis, il y a tout le temps le permis d'un courtier. Son permis est attaché à un permis d'un dirigeant d'agence. Donc, tu ne peux pas faire de l'immobilier au Québec s'il n'y a pas un mentor ou un dirigeant d'agence qui contrôle un peu... qui encadre, c'est ça, ta profession. OK? Il ne faut pas oublier que... Puis nous, tous nos permis sont attachés après l'OACIQ. L'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier. Ça régule, ça protège le public, hein? Un peu comme la Chambre des notaires, un peu comme la... Fait que c'est vraiment l'organisme qui fait que on doit respecter les lois, les règles, les règlements du courtage immobilier. Fait que c'est ça que ça fait. Moi, je fais appliquer ça dans le day-to-day avec les courtiers. Je dois m'assurer que ce qu'ils font est conforme. Si le courtier prend une promesse d'achat, puis il a mal rédigé une clause, je vais le rencontrer, puis je vais lui dire, écoute, il y a quelque chose... Donc, tes contrats doivent passer par José avant que ça soit final, mettons.
Exactement. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le courtier rédige le contrat, il l'envoie dans un système, on appelle ça la GED, là, dans le fond, c'est une gestion électronique des documents, et tout le personnel du bureau va vérifier chacun des items là-dessus. Évidemment, c'est sûr que je n'ouvre pas tous les dossiers parce que, tu sais, on a quand même beaucoup de courtiers, beaucoup de contrats, beaucoup de... Ouais. Mais le staff est quand même habilité à le faire, et aussitôt qu'il flague quelque chose de pas correct, tout de suite, moi, je reçois un pop-up, et là, je vais rentrer dans le dossier, puis je vais aller voir s'il y a quelque chose de pas correct. Mais quand tout se présente bien, c'est sûr que je n'interviens pas. Fait que ça fait partie d'un de mes rôles. Évidemment, les courtiers, ce sont des travailleurs autonomes, c'est des gens, puis comme tout travailleur autonome, on carbure tout le temps un peu à l'émotion. Hein, on veut tout le temps le meilleur pour notre business, pour notre carrière. Fait que, tu sais, ça demande un certain niveau de coaching. On doit les emmener dans une sphère qui fait qu'ils ont le goût de persévérer dans leur carrière. Fait que mon rôle aussi, c'est d'aller les encadrer à ce niveau-là. Dans mon cas, à tous les mois, je fais une présentation, je fais une réunion, puis j'essaye d'avoir 3 volets à ça. J'essaye pas. Je donne toujours 3 volets à mes rencontres. Je veux tout le temps qu'il y ait une belle synergie dans mon équipe. Donc, j'appelle ça le volet réseautage. Donc, c'est pour ça que je demande aux gens d'arriver une petite demi-heure d'avance. On prend le café, on prend les croissants, les fruits, pour que les gens échangent puis qu'ils tissent des liens entre eux autres. Hein? Le cerveau collectif, c'est le fait d'être unis pour faire quelque chose, faire grandir quelque chose. Ensuite de ça, j'aime beaucoup avoir le côté apprentissage parce que, tu sais, dans le fond, il y a des règles et des règlements, il y a des changements au niveau des formulaires. Fait que là, on a souvent quelqu'un qui vient nous parler de ces nouveaux changements-là. Puis, j'aime avoir le côté motivation. Fait que souvent, j'ai des coachs qui viennent nous rencontrer. D'ailleurs, le 24, je ne sais pas si je dois te faire une petite annonce, mais le 24 septembre prochain, je fais une belle rentrée d'automne pour tous mes courtiers. J'ai invité leurs amis, j'ai invité leurs conjoints. Je pense que ça peut les aider aussi. J'ai Ray Vincent, qui est une sommité dans le coaching, écoute, qui a donné au-dessus de 10 000 conférences, si tu veux venir voir ça. Puis je veux que, tu sais, s'il y a des gens dans le public ou de courtiers de d'autres agences qui n'ont peut-être pas cet encadrement-là, qui auraient le goût de se joindre à nous, c'est sûr que je vais charger un petit tarif là, pour ces gens-là parce que le dîner est compris, mais une cinquantaine de dollars. Mais je pense que ça peut être productif pour eux autres aussi, tu sais. Oublions le fait qu'on est chez Remax, mais viens chercher de l'information, puis ça va être une super belle journée. Fait que c'est le genre de coaching, de réunion, de trucs que j'aime faire, d'activités que j'aime faire avec les courtiers pour les élever dans leur carrière. Moi, là, sais-tu quoi? Je me dis que si le monde autour de moi réussisse, j'ai réussi. Oui, exact. Personnellement, honnêtement, là, c'est ce qui m'a fait pencher à aller chez Remax avec José parce que, tu sais, c'est pas toutes les agences nécessairement qui offrent ce que lui, il fait puis qui se donnent comme ce que José fait, tu sais, puis c'est tout le temps de la parole aux actes aussi, là. Ouais. Ça, j'apprécie beaucoup ça, là, puis tu sais, c'est vraiment motivant, puis tu motives tes troupes comme ça, là, tu sais. Je me demande, par exemple, moi, Vas-y, il n'y a pas de mauvaise question. Non, exact, mais... Un courtier, toi, tu veux avoir le plus de maisons affichées avec ton visage dessus. Toi, tu essaies d'avoir une équipe solide de tous les courtiers Remax. Est-ce qu'il y a une compétition à l'interne? Comment vous faites pour gérer ça dans le sens que tu sais, la maison, t'aurais peut-être aimé ça de l'avoir. C'est sûr. T'es très content pour lui, mais en même temps, ça c'est ton visage. T'sais. C'est quoi ça doit être un beau défi pour une agence que, justement, la compétition à l'interne soit saine le plus possible. Ouais. Parce qu'avec d'autres bannières, pour l'instant, oui, tu veux compétitionner et tout ça, mais à l'interne de Remax, exactement, c'est ton voisin. Là. Comment on fait pour gérer tout ça? Parce que, tu sais, moi, j'ai eu une franchise Amaro avec mon père les dernières années. C'était légiféré par des territoires. Donc, exemple, le gars de Mascouche ne peut pas aller à l'Épiphanie, à Repentigny. Vous, c'est à la Nodière ou même... c'est au Québec. C'est au Québec. Donc, comment vous faites pour garder une belle harmonie dans le bureau? D'ailleurs, Amaro, c'est parti dans la Nodière, hein? Oui, Saint-Hubert, oui, exact. Mais en fait, oui, c'est vrai, c'est un beau défi. C'est particulier l'immobilier. Sais-tu pourquoi? Parce que un des premiers critères qui fait qu'un courtier va réussir, puis tu sais, je m'inspire beaucoup de Georges Bardagy parce que c'est un gars qui a toujours été un super beau collaborateur. C'est différent puis c'est méconnu.
Le propriétaire de Saint-Hubert ne va pas manger chez Benny. Toi, tu prends pas un café chez ta compétition. OK? Ça se fait pas. Moi, dès les années... Moi, j'ai commencé en 2007 à faire de l'immobilier. OK? Puis pour vrai, j'ai tout le temps dit, puis les gens, les plus vieux courtiers qui m'entendent, qui vont m'entendre, ils vont se rappeler de ça. J'ai toujours dit, il n'y a pas de frontière de bannière. J'en ai pas pour moi. Il travaille chez Sutton, on va collaborer avec Sutton. Des fois, j'ai des dossiers qui sont crunchés avec d'autres. On se parle. Je ne veux pas de chicane. Je veux que ça règne pour tout le monde. Fait que c'est sûr que quand ta culture d'entreprise, elle est montée sur le soleil brise pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. On est dans la Naudière. Ouais. Il y a des courtiers de Montréal qui viennent inscrire dans la Naudière. Ça veut dire qu'il y a de la place. Il n'y a pas à se compétitionner. Il y en a de la place. Ouais. Il manque de courtiers. Si les courtiers commencent à venir dans notre région, c'est parce qu'on manque de courtiers. Alors, ils ne devraient pas avoir ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu trouves ta niche. On l'a parlé tantôt. C'est 80% qui font... C'est 20% qui font 80% de la business, le droit de Pareto. Qu'est-ce que tu fais pour développer ton marché? Qu'est-ce que tu mets en action pour le faire? Puis quand tu l'auras fait, tu n'auras plus ça dans ta tête. Fait que oui, ça peut être un défi. Moi, j'ai ces discours-là avec les courtiers. Les courtiers, ils ont une belle moyenne, chacun d'entre eux. Fait que, tu sais, à partir du moment où les gens réussissent, il n'y a pas trop cette contrainte-là. C'est sûr que si j'étais dans une bannière où est-ce que là, tu as des gens qui font rien, puis d'autres, là, il y aura un clash peut-être entre les deux. J'ai un courtier, un très gros courtier, puis je ne le nommerai pas, qui m'a appelé, un moment donné, il m'a dit, José, je vais aller travailler chez vous, tu sais. Non, ça ne marche pas. T'es trop différent. Je t'aime bien, c'est pas contre toi, mais tu sais, je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui va clasher. Pour moi, le cerveau collectif, j'en ai parlé tantôt, c'est l'union de tout ça, c'est l'harmonie qui règne. Quand tu es en harmonie, tu es en équilibre. Quand tu es en équilibre, quand ton corps est en équilibre, ça fonctionne bien. Tu marches bien, tu respires bien, tout va bien. Fait que c'est ça ma culture d'entreprise. Garder l'harmonie. J'aurais appelé ça Remax Harmonie, mais il y a déjà un Remax Harmonie. C'est mon ami Carlo Calabrese qui est propriétaire, super gentil en passant. Puis moi, j'ai toujours dit, puis c'est mon ami Serge Brousseau de Remax du quartier qui m'a enseigné ça, il y aura un courtier chez nous, mais il va être heureux. Les courtiers doivent être heureux. Il y en a 10 qui sont heureux. 100 courtiers qui sont malheureux, ça ne me tente pas. C'est plus facile pour moi de gérer autour de 60 courtiers aujourd'hui. J'en avais 25 quand on a acheté l'agence. C'est plus facile aujourd'hui de gérer une soixantaine de courtiers que 25 à l'époque qui ne carburaient pas selon mes valeurs. Ouais, non, tu sais, les gens, c'était crunchy. Il y a des gens qui me confrontaient, puis tu sais, on n'était pas... Là, c'est comme des... Ça coule, tu sais. J'ai du fun avec eux autres. C'est de l'énergie d'une entreprise. Ça prend juste une personne de mauvaise humeur le matin pour en contaminer 3-4 d'autres. Exactement. Mais moi, je ne suis pas contaminé. Je pourrais être contaminé, mais j'amène tout le temps une sphère très positive. Si tu commences à me déblatérer sur quelque chose, je vais tout de suite te... Positionne-toi en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Arrête d'être dans l'opinion puis de vouloir blesser les autres ou des dénigrer. C'est pas gagnant de ça, tu sais. Puis, pour répondre à ta question un peu tantôt, tu me demandais, tu sais, ton voisin de bureau, tu sais. Moi, c'est une de mes amies, tu sais. Pour vrai, j'ai pris une maison à vendre, peut-être 3 maisons à côté de chez eux, là. Tu sais, fait qu'elle, ça a fait un pincement au cœur. Tu sais, elle me l'avait dit, tu sais. Mais au contraire, on a une belle relation, les deux ensemble. Puis, elle m'a aidé, elle a collaboré. Elle m'a aidé quasiment à vendre la maison aussi à certains moments. C'est sûr, ça a fait un petit quoi au cœur. Puis, même affaire pour moi, ça m'est arrivé aussi là, dans la rue de mes parents et un autre courtier. Ça me fait de quoi? Mais, tu sais, au bout de la ligne, si tu as de la rancœur, puis là, tu te mets à mal collaborer, ben, au bout de la ligne, tu te tires dans le pied. Là. Puis, je dis pas qu'il n'y a pas de courtiers qui font pas ça, mais ils se tirent dans le pied à ne pas collaborer. Parce que, tu sais, moi, je me dis, s'il y en a plein qui pognent des listings, des maisons à vendre, ben, ça veut dire qu'il y a de la clientèle pour ça, puis il y a de la clientèle pour moi, puis peut-être bien que j'ai un acheteur, puis grâce à lui, je peux faire une transaction également. Fait que je pense que c'est aussi ton mindset par rapport à ça. Tu sais, si tu as de la rancœur puis de la rancune envers quelqu'un, ben, excuse-moi, tu te tires dans le pied, puis ben oui, tu sais, faut être, tu sais, ils en aller avoir le tough skin, là, tu sais, je veux dire, oui, des fois, il faut avoir une petite peau de crocodile parce que des fois, oui, ça fait mal, les égratignures, mais c'est ton attitude, je pense, c'est une bonne attitude, tu vas t'en sortir. Ouais. Comme j'ai dit, c'est de la rancune. Puis, tu sais, combien d'énergie tu vas dépenser à être dans le négatif et dans la rancœur? Tu sais, moi, je donne souvent le parallèle de 2 paquebots. 2 paquebots remplis de pétrole.
Ils s'en vont à bon port, OK? Ils ont une destination. Il y a un paquebot, il a mis son horaire, il a mis son GPS, il s'en va à sa place. Puis il y a un paquebot qui n'a pas mis ça. On va y aller. Et là, il viroille, Je vais au feeling. il viroille. Il a le même pétrole, il va tout dépenser son pétrole à rien faire, à donner zéro résultat, versus l'autre qui a le même carburant, puis il va s'en aller à bon port. Moi, je veux être le pétrolier qui s'en va à bon port. Je veux pas gaspiller mes énergies. Je veux pas que mes courtiers gaspillent leur énergie à essayer. Puis tu sais, quand t'es fair, il a signé avec un autre. Il y avait plus d'affinité. So what? Qu'est-ce que ça change? Toi, tu vas travailler sur un autre pendant ce temps-là. Puis tu sais, le client t'appelle. Qu'est-ce que tu vas-tu aller cochonner ou tu vas-tu aller dénigrer le courtier? Eh non, vous avez fait un super bon choix. Félicitations. Il a encouragé le courtage. Déjà, c'est un bon point. Puis, tu as la chance de pouvoir le vendre peut-être en courtier collaboration. Fait que, tu sais, il a encouragé notre industrie, le courtier. Ben oui, ça pétit 2-3 fois. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Tu sais, il y a des gens que j'étais en compétition contre je le nommerai pas, là, mais un des gros courtiers de notre région. Puis il me dit, ah, ben, tu sais, je vais sûrement le rencontrer. Puis, ah, ben, vous faites bien. Tu sais, pour moi, c'est un exemple pour moi. Ben, j'aimerais ça que ma business devienne comme. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Ben oui. Puis, savez-vous quoi? J'ai eu le mandat, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, d'en parler en bien de ta compétition aussi, là, je pense que ça sert à rien de dénigrer puis de dire, au contraire, moi, j'ai tout le temps encouragé les autres qu'on me dit en compétition. J'ai appris avec la compétition vraiment plus que... Parce que si tu fais toujours tes petites choses puis tu vas pas voir ce qui se passe ailleurs ou quoi que ce soit. Être un excellent collaborateur, là, c'est important que ça soit dans n'importe quel domaine parce que il y a de l'échange d'informations justement qui se donne. Ça m'arrive régulièrement d'appeler d'autres courtiers. Puis je me suis fait des amis là-dedans. Puis des fois, j'arrive, je les appelle pour rien dire, puis juste d'échanger. Puis je trouve ça plus valorisant puis plus riche en informations de ce que tu gagnes pour toi-même. Moi, j'étais très proche avec Anthony des Cafés Mer Rouge. On était des compétiteurs directs là, dans notre région. Puis quand il est venu à vendre, mais j'ai été le premier qui a appelé là, parce que justement, on avait une belle entente. Si t'avais été... si on se serait toujours coupé la laine sur le dos puis tout ça, c'est sûr qu'il aurait fait, ben regarde, toi, c'est sûr que je t'appelle pas, là, mais finalement, la transaction s'est super bien passée. Puis, c'est cool, donc, ça. Ouais, exact. Là, le temps file un peu, mais avant de passer au petit jeu, j'ai une question pour vous autres, que c'est sûr que les gens qui écoutent, ils se posent la question. Demain matin, j'ai une maison à vendre. Pourquoi j'essaie pas... Oui, probablement, je vais t'appeler, là, mais pourquoi j'essaie pas d'y aller avec une bannière un peu comme du proprio, essayer de la vendre par moi-même? Pourquoi je passe par un courtier Remax ou peu importe la bannière? Pourquoi je ferais affaire avec un courtage? Parce qu'il y a quand même un coût qui est relié à ça, qui est quand même important, là, on se le cachera pas, là. Mais c'est quoi les avantages? Puis c'est vraiment, là, on veut savoir... la question est bonne, puis on se la fait souvent poser. Probablement. Je vais te laisser répondre, puis je surferai un peu sur ce que tu vas dire. Là, mais on a souvent nos réponses aussi. Ouais, ça. Moi, écoute, je te dirais que, tu sais, t'as tout le temps le choix dans la vie. Tu peux faire tes choses toi-même ou tu peux les faire avec un professionnel. Tu sais, moi, je peux changer les freins sur mon auto. Mais je suis pas habilité à le faire. Ça se peut que... Ouais, il y a des risques. Il y a des risques qui viennent avec. Je pourrais aussi faire mes rapports d'impôts, mes états financiers. Je prendrais du temps pour le faire. Est-ce que ça aurait le même effet que quand c'est fait par un professionnel? J'irais jusqu'à dire que je pourrais peut-être me nettoyer les dents sans aller chez le dentiste. Ça donnerait aussi le résultat qui va avec. Quand tu as le courtage immobilier qui est mis en place, bon, premièrement, on est 15 000 courtiers au Québec. Okay? C'est au-dessus de 130 000 maisons qui sont vendues. Est-ce que tout le monde, ce sont des gens stupides au point où on va prendre un courtier pour dépenser de l'argent? Non. Question. Vous pouvez y répondre ou pas. Moi, je fais partie d'un club investisseur immobilier. Les gens du club, ils achètent, ils vendent. Ils vendent avec des courtiers. Hey! Ils connaissent ça. Ils savent comment rédiger des promesses d'achat, mais ils prennent un courtier. Pourquoi vous passez? Le professionnalisme. C'est parce que ça donne, premièrement, la visibilité que ça donne, l'exposure que ça donne. Ça n'égale rien de... Puis, tu sais, il y a toutes les bannières... C'est bien correct de l'essayer en passant, là. Oui! L'affaire, là. Ne me dérange pas, là. Moi, j'ai des courtiers dans mon agence qui, avant d'être courtiers, ils ont vendu des choses. Ils ont acheté des trucs, ils ont vendu des affaires. Puis, ils ont utilisé les produits qu'on voit là, sur le marché à moins cher. Mais aujourd'hui, quand ils revendent de quoi, ils disent « Ah non, OK, je vais y aller avec un courtier. » Parce que, tu sais, dans le fond, ton spectre il est beaucoup plus large.
tu as tout le mécanisme de protection aussi qui vient avec ça. Le courtage immobilier, il est encadré, on l'a dit tantôt, par l'OACIQ. Il y a des lois, des règlements. Pense juste à quelqu'un qui te donne un acompte de 20 000 en fait, qui te donne à toi. Toi, tu es une personne honnête. Ben, plutôt, toi, tu achètes quelque chose, tu fais un chèque, le gars, il veut avoir un acompte de 20 000. Il sac le camp avec le 20 000. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de perdre 20 000, là. Ça coûtait 12 000 de commission, tu viens de perdre 20 000. Tu sais, c'est vite dépensé, c'est de la grosse argent. On parle d'immobilier, c'est des grosses sommes. Tu sais, dans notre cas, c'est une affaire parmi tant d'autres, l'argent est rentré dans le compte in trust d'une agence pour lequel il y a un dirigeant d'agence qui contrôle ça. Puis le régulateur, il vérifie ça religieusement, là. Tu sais, il manque une scène dans le compte in trust, là, je m'en vais en prison. Là. Oh, ouais. C'est grave, là, tu sais, on n'y est pas avec ça. Fait que on est dans la sécurité. C'est dans l'inconnu quand tu as un appel d'un lead. Nous, on est habitués. Premièrement, on est dans une bannière de renom. Ouais. Fait que quand tu n'as pas la capacité d'acheter, quand tu n'as pas le crédit, c'est fatigant d'aller d'arranger un courtier parce que lui, le courtier, il va te le poser la question. Il va te flairer là, assez vite. Là, ouais. Puis deuxième chose, après l'avoir flairé, on va le passer, on va le qualifier. On a des partenaires chez Remax avec des banques, des caisses, puis on va qualifier les gens. Avant de déranger le vendeur, avant de déranger l'autre courtier, avant de déranger tout le monde, est-tu capable de se permettre? Peut-être qu'il est capable de se permettre une maison, mais peut-être pas de cette valeur-là. On va le qualifier, on va y trouver autre chose. Fait que, tu sais, il y a tout un protocole autour qui est très ficelé, qui est très serré, puis qui fait qu'il y a un mécanisme de protection. Après ça, tu as beaucoup plus de visibilité. Tu sais, quand tu vends quelque chose, dans la vente, c'est que plus tu es vendu, plus que tu es vu, plus que tu vas être vendu, plus que. Moi, je dis tout le temps aux gens, aux vendeurs, aux courtiers, c'est comme un entonnoir. Y a-tu bien du monde dans l'entonnoir? S'il y a bien des vendeurs, des acheteurs, il y a bien des chances qu'on ait un acheteur dans le trou qui va passer. Ça en prend juste un. Mm-hmm. Fait que s'il y en a plusieurs qui la veulent, ça peut peut-être faire même monter le prix dans certains cas. C'est pas garanti, mais ça pourrait le faire. Ouais. Mais quand tu es à vendre par toi-même sur Kijiji ou les packs, tu trilles un par un. Tu sais pas trop aussi, comment ça marche. Tu en as deux en même temps, premièrement. L'autre, tu te fais un offre. S'il arrive la surenchère, tu fais quoi avec la surenchère? Je veux dire, tu es mal positionné. L'autre, il m'a donné un certain prix. Ah, ben donne-moi plus. Ouais, mais tu comprends? L'anonymat n'est pas là. Puis là, tout est basé sur de la confiance aussi quand on fait du courtage, quand on vend une maison. Si les deux acheteurs ils ont fait une offre d'achat sur quelqu'un qui est à vendre par lui-même, puis que l'autre, il dit « j'ai un autre offre », c'est quoi la confiance? Le vendeur, il est en conflit d'intérêts, il peut bien dire « j'en ai 4 », puis c'est pas vrai. Fait que, tu sais, il y a comme un malaise qui s'installe. Les gens ne savent pas trop. Puis d'ailleurs, on a souvent des appels en agence de dire « hey, là, je t'avance par moi-même, puis là, j'ai deux... Qu'est-ce que je fais, là? Avez-vous un courtier de garde? » Tu sais, ils veulent avoir des réponses. Et on est là, nous autres, pour tout encadrer ça. Fait que c'est une sécurité. Moi, vendre une maison, c'est sûr que je fais affaire avec le courtage immobilier. Je m'engage un courtier immobilier pour le faire. Au même titre que je vais faire affaire avec un professionnel pour mes impôts, au même titre que quand je vais aller chez le garagiste, je fais affaire avec les personnes de confiance. C'est la même affaire. Là. Faire affaire avec les personnes dans leur champ d'expertise, t'es gagnant. Très belle réponse. Je sais pas si ça répond, mais continuer. Ouais, mais c'est exactement ça. Puis, moi, je fais souvent un peu le parallèle avec les dentistes. Là. Je veux dire, t'es de faire un plombage toi-même, là? C'est plus compliqué. La transaction immobilière, c'est un peu le même principe. J'ai fait les deux. J'ai vendu par moi-même, puis j'ai vendu avec un courtier, puis ça a été vraiment plus facile avec un courtier. Pas la vente en soi, là, on s'entend que c'est ça que je fais dans la vie, la vente. Là, fait que ça a bien été, la négociation, puis tout ça. Mais me faire appeler 6 mois après parce que la douche coule, parce que la personne avait mon numéro de téléphone. Ça, c'était plus irritant. Là. Ben, c'est parce que là, ça fait 6 mois. Là. Pour avoir fait les deux, c'est à moi de te poser une question plus crunchy. Là, vas-y. C'est lequel tu... Ben, c'est sûr que je fais affaire avec un courtier immobilier. Pour la négociation, tu en as parlé aussi. J'avais comme 3 offres en même temps. Mais là, comment tu gères ça? C'est mon condo, c'est en 2020. Mais avant la pandémie. OK. Aïe. Puis ma maison, je l'ai vendue en 2022, après la pandémie. OK. Ça, c'était plus le fun. Mais j'ai mieux le principe avec courtier, sans aucun doute, mais je fallait quand même que je pose la question. Bonne réponse aussi. Ouais, c'est ça, exact. Un service clé en main. C'est sûr que quand tu veux t'embarrasser, puis ça se fait, là, je veux dire, puis je dénigre pas, là, mais
sais, pour vrai, puis les gens pensent souvent, j'ai une économie à faire, mais c'est pas vrai. Parce que le courtier va aller chercher le juste prix. C'est un Alors investissement. c'est ça, puis en tant que, premièrement, tu es en conflit d'intérêt quand tu vends. Tu es toi-même le représentant de toi-même, puis tu veux dire, tu veux vendre à quelqu'un. Fait que tu n'es pas bien positionné pour bien, pour bien négocier. La négociation, c'est un art en tant que tel. Mais quand tu es un intermédiaire entre les deux, c'est facile de négocier parce que tu n'as pas de partie. Tu comprends-tu? Tu travailles pour le vendeur. C'est ton mandat, il est signé avec lui, tu représentes ses intérêts. Puis le courtier qui représente l'acheteur, ben lui, il travaille dans l'intérêt de son acheteur. Fait que là, les deux professionnels, comme deux avocats qui négocient une cause, tu sais, si tu en vas directement aux petites créances, c'est pas pareil comme si tu as un avocat qui te représente dans ton dossier. Ouais, ça, c'est un beau parallèle aussi, les petites créances. Puis c'est un bel exemple aussi, là, une belle image. Ouais. Est-ce qu'on fait le petit jeu? Ouais, ben en fait, on a un petit jeu à chacun de nos invités. C'est un vrai ou faux par rapport à l'immobilier. Fait que, tu sais, c'est super simple. Là. Ouais. Faire des petites questions en rafale. Peut-être un défi. Vrai ou faux. Exact. Exact. Voilà. Il y a tout le temps un flottement à ce moment-là. Ah, ben là, je peux vous raconter une histoire si vous voulez. Là, c'est correct. Attends, je vais starter ça. Vas-y. La valeur d'un bien immobilier est uniquement déterminée par sa superficie. C'est faux. C'est faux. Excellente réponse. Le prix de vente d'un bien immobilier peut être négocié avec le vendeur. Effectivement, Ben c'est oui, vrai. oui. Ça, c'est, excuse-moi, ça, c'est ChatGPT. Vrai? Les frais de notaire sont toujours inclus dans le prix de vente d'un bien immobilier. Faux. Là, une question plus, tu m'as dit que tu étais investisseur tantôt. Là. Un propriétaire peut augmenter le loyer d'un bien immobilier à tout moment sans justification. Faux. Est-ce qu'on peut un peu élaborer là-dessus? Je pense que ce serait le fun. Comment ça marche les augmentations, tout ça, parce que c'est un sujet chaud qu'on entend souvent parler. On pourrait aller un peu là-dessus? Ben absolument, mais là, c'est sûr qu'il y a deux parallèles. Il y a le commercial puis il y a le résidentiel. Dans le résidentiel, on va aller. Fait que dans le résidentiel, c'est ça, dans le fond, premièrement, il y a des règles. Tout le résidentiel est régi par le TAL, le tribunal administratif du logement. Fait que, on ne peut pas aller où est-ce qu'on veut avec ça. Fait que c'est sûr que les augmentations de loyer doivent se faire selon l'augmentation du marché normal. Si vous voulez vous faire aider ou vous faire accompagner, sur le site du TAL, il y a un petit calculateur parce que ça se peut qu'il ait fait des modifications à ton immeuble pendant l'année. OK. Exemple, tu as changé la toiture, tu as changé des salles de bain. Bien là, ça va faire que tu peux augmenter un petit peu plus. Il faut faire attention parce que si on change, par exemple, la toiture, ça affecte l'ensemble de l'immeuble. Fait que tu ne peux pas aller aussi piqué que si tu changes, mettons, le plancher d'un appartement. Je comprends. Fait que c'est ça. Fait qu'on peut augmenter les loyers avec ça. Ça fait au renouvellement du bail. Et puis, il faut faire attention aussi parce que si les gens sont là depuis plus que 10 ans et qui ont plus que 70 ans, les augmentations, on ne peut pas les faire comme on veut. On ne peut pas non plus évincer un locataire, mettons, pour prendre possession pour un membre de la famille ou pour soi-même, dans ces cas-là précis. Fait que, tu sais, dans les augmentations, c'est ça. On peut aussi user de d'autres stratégies pour faire de l'optimisation. Je ne sais pas si tu veux que j'aille jouer là, mais... Il y a toujours... on peut y aller, là, encore. Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, il y a toutes sortes de façons de faire là, quand on veut augmenter la valeur d'un immeuble. On augmente ses revenus. C'est une business. Ouais. Hein? Un immeuble à revenus, ça le dit, immeuble à revenus. Plus les revenus sont hauts, plus ça vaut cher. Fait que, tu sais, on peut augmenter les revenus, par exemple, en fournissant l'Internet aux locataires, puis en l'incluant dans leur bail, en offrant des espaces de stationnement supplémentaires, un espace dans un cabanon. Fait qu'il y a toutes sortes de façons de faire pour optimiser un loyer. Évidemment, il faut que ça soit fait par écrit. On fait une modification au bail, puis à ce moment-là, le locataire est tenu de respecter cet engagement-là. On a fait un peu de chemin là-dessus. C'est intéressant. Oui, 100%. Il faut le faire. J'allais poser la même question. La localisation d'un bien immobilier est un facteur crucial qui influence sa valeur. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je dirais qu'on dit souvent, mais j'ai entendu souvent cette phrase-là, là, il y a 3 facteurs qui influencent la valeur. 1, la localisation. 2, localisation. 3, localisation. Okay, tu vois, c'est une phrase que j'ai entendue souvent. Puis c'est vrai pareil. C'est vrai.
C'est sûr que tu vas prendre une maison identique à Saint-Émilie-l'Énergie, qui est un petit peu plus dans le nord de la Naudière, versus cette même maison-là ici à Repentigny ou celle-là à l'île des Sœurs. C'est la même maison. Mais c'est sûr, la localisation fait que... C'est parce que, en fait, c'est la valeur du terrain. C'est le terrain qui vaut plus cher. Parce que la bâtisse, c'est... Puis d'ailleurs, savez-vous quoi? Ce qui donne la valeur à un immeuble, là, bon, on n'est pas dans l'immeuble à revenus, mais mettons une maison, c'est le terrain. C'est la terre qui vaut quelque chose. Parce que le bien immobilier en tant que tel, les murs, là, les fenêtres, le bois les portes, coûte la même affaire ben, à déprécie. Saint-Émilie. Puis, mais au niveau de sa valeur, c'est sûr que dans le neuf, ça s'équivaut. Mais à un moment donné, la maison a vieilli. Elle déprécie, elle déprécie, mais le terrain prend plus de valeur que la dépréciation du bien immobilier en tant que tel, ce qui fait qu'un dans l'autre, on se retrouve à peu près avec une moyenne de 3 % par année d'augmentation. C'est quand même un beau placement, puis c'est quand même assez régulier. C'est sûr que là, on enlève les périodes de pandémie où est-ce qu'on a eu des grosses augmentations, mais généralement, dans la Naudière Nord, parce que moi, je suis plus là, on peut parler d'un 3 %, 3,5 %, ce qui est quand même très bien. OK. On va aller avec une dernière, puis on va aller faire un peu le chemin là-dessus aussi. Là. Tous les travaux effectués dans une maison augmentent automatiquement sa valeur. C'est pas tous les travaux qui vont être... Puis d'ailleurs, si vous allez sur le site de la SCHL, les gens, quand ils empruntent, des fois, ils vont faire des prêts rénaux. Ils vont dire « Ah, je vais refaire la cuisine, je vais refaire le toit, je vais refaire les fenêtres. » Une belle cuisine, là, tu pars d'une cuisine modeste là, versus une belle cuisine avec des matériaux un peu plus de qualité, on va aller chercher jusqu'à 80 % de la valeur. Tu rechanges un toit, tu vas aller chercher 55 %. Pour ça, moi, je dis souvent aux clients, aux courtiers, c'est pas une bonne idée de faire des grosses rénovations avant de vendre. T'es mieux de vendre avec un prix plus abordable, plus agressif, que de faire des travaux, de changer des fenêtres, parce que ça ne te redonnera pas 100 %. Tu vas changer 3,30 sous pour une pièce. J'aime ça. Moi, je dis souvent... J'ai eu cette conversation-là avec quelqu'un justement qui veut vendre, puis il refaisait des choses chez eux, puis j'étais comme... Ça sert à rien, ça. C'est quoi, selon toi, c'est quelle pièce qui augmente le plus la valeur d'une maison? C'est pas les pièces, c'est deux choses. Les armoires, le plancher. C'est les deux éléments qui vont donner le plus de valeur. Fait que une belle cuisine... La cuisine, c'est ça, j'allais... la cuisine, c'est le cœur de la maison. C'est le lieu de rassemblement. C'est là que tu reçois la visite. C'est là que tu vis la plupart du temps. On a les 3 repas qui se passent là ou la plupart des repas qui se passent là. Fait que c'est le cœur de la maison. Les recouvrements de plancher, c'est sûr que si tu passes d'un tapis à un bois franc, ça va donner une certaine valeur. Mais c'est les deux éléments qui, selon la SCHL, là, je prends mes données aux bonnes places aussi, qui donnent le plus de valeur à la propriété. L'aménagement paysager, exemple, moi, on m'a dit une piscine, ça valait rien ou quoi que ce soit, une piscine creusée. On dirait que peut-être c'est plus facile à vendre ou est-ce que ça augmente? Il y a un attrait, c'est sûr qu'une piscine creusée... Il y a un attrait, mais ça vaut rien. Flash plus. Ou tu sais, parce que j'en ai une, là, ça vaut pas rien, là, ça coûte cher, là, mais dans les faits, mon terrain vaut la même chose que mon voisin à côté ou... Non. En fait, originalement, là, mettons qu'on recule d'une quinzaine d'années, c'est sûr, les gens, les piscines, c'était standard. La piscine creusée avec le truc en ciment, l'aménagement paysager tout le tour, il n'y avait pas de pavé uni, il n'y avait pas autant de fleurs. Là, aujourd'hui, les gens se lancent vraiment dans de l'aménagement là, écœurant avec des piscines. Fait que c'est sûr que oui, ça donne une certaine valeur. Est-ce que tu vas revendre ta maison, le prix que ça t'a coûté faire ta piscine? Non. C'est sûr que non. Mais tu vas donner une certaine valeur. On est dans le creuset aussi. Aussitôt que la piscine prend de l'âge, c'est sûr qu'à un moment donné, la toile, ça devient plus vieux. L'entretien supplémentaire, puis c'est des coûts supplémentaires également à ta maison. Là. Exactement. Okay. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un atout. Moi, j'appelle ça la valeur contributive. OK? Puis je vais te donner un parallèle, puis tu vas bien comprendre. Tu as une minoune, tu as un vieux char. Tu viens de mettre 4 turners dessus. Là, tu te dis, je vais vendre le char. Il faut pas. Tu voles le char pour le prix des pneus. C'est exactement ce que je m'en allais. Des fois, les gens me disent « Hey, on vient de refaire la toiture, la maison vaut plus cher. » Tu sais, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Je suis comme, ben, elle vaut pas nécessairement plus cher. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher, on va optimiser la valeur de ta maison parce que, mettons, on va prendre la valeur optimisée de ta maison. Puis si ta toiture est tout à refaire, ben là, on va peut-être diminuer un peu le prix. C'est juste que tu vas aller chercher la valeur optimisée. Là. Je comprends. Quand tu achètes un char et les vendeurs disent ben il vaut un peu plus tes 4 tires. Ben non, je m'attends à ce qu'il y ait 4 tires. Qu'il y ait 4 trous sur ton véhicule. C'est la même affaire. Que ce soit neuf ou vieux, les pneus. La toiture de ta maison, qu'il y ait un toit, on s'attend à ce que ta maison ait un toit. Exactement, c'est ça. Et tu sais, originalement, pour faire un peu de pouce sur ce que William est en train de dire, tu sais, faut pas penser que
parce que tu as mis 10 000 sur un toit, que tu as donné 10 000 parce que la maison, elle avait déjà du bardeau. Oui, c'est Tu ça. l'as enlevé et elle avait déjà une dépréciation. Fait que tu as enlevé une valeur qui reste plus grand-chose sa valeur, mais tu y as quand même enlevé une valeur. Fait qu'un dans l'autre, tu comprends un peu le Ouais, paradoxe? ouais, je comprends 100% Fait que le paradoxe. c'est pour ça que ça donne pas 100% de la valeur. Hey, José, merci beaucoup. C'était une très belle rencontre pour moi. Là. William avait vraiment raison. Je serais allé chez Remax demain matin. On a ta place! J'ai d'autres implications. Mais merci beaucoup pour vrai. Ton partage, ton histoire est incroyable. Je ne m'attendais pas à parler D'agriculture! d'agriculture dès le départ, mais wow, Hey, c'était combien que ça parfait. boit de litres d'eau par jour, une vache? C'était 180. 175. ça? 175. Ah, Ah, la j'avais arrondi. Merci beaucoup, José. Hey, Ça merci fait beaucoup, plaisir. José. Merci à vous autres.